Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Il est à peu près 10 heures dans la France qui brûle et 18 heures au pays des cerisiers en fleurs, beaucoup trop tôt cette année. Et nous sommes ensemble, comme chaque vendredi, pour un nouvel épisode de Soft Power, votre matinale pop culture hebdomadaire tous les vendredis de 10h à midi sur Twitch. Matinale engagée dans laquelle on fait un point critique sur l'actualité pop culture de la semaine passée, du point de vue des mouvements, des tendances, de la politique, de l'économie qui traversent nos objets culturels. Tout ça sur une petite nappe de musique d'animé, et cette semaine d'ailleurs pas mal de nouveaux morceaux dans la playlist, histoire au passage de découvrir dans une bonne ambiance musicale des noms qui sont souvent mal connus du grand public. Posez quelque temps vos cocktails Molotov, le temps de l'émission, évidemment, ne les oubliez pas en partant. Faites-vous un petit café, un thé ou un digestif, comme vous voulez. Cette semaine, on va pas mal parler des Oscars 2023 qui ont phagocyté l'actualité pop culture, ce qui m'a fait un petit peu galérer pour le reste de l'actu pour ne rien vous cacher. On va parler aussi de la volonté de l'industrie de la K-pop de s'installer aux États-Unis et de survivre tout simplement à la disparition pré-programmée du groupe BTS. On va parler de Disney qui s'attaque à Reddit et à la question des spoilers dans les films Marvel. On va parler de quoi ? On va parler également de jeux de société et d'écologie. Et puis on va aussi pouvoir entendre la suite de notre animé préféré, les aventures de TikTok à travers le monde. On va évidemment aussi reparler d'intelligence artificielle générative puisque c'est le sujet de ces prochaines années. Et on va commencer tranquillement par ça. Ces dernières semaines, on a pris un peu l'habitude. Donc je vous propose de continuer, de pas trop chambouler la routine, de rester dans la mouvance actuelle qui consiste à reproduire et à continuer jusqu'à l'écœurement les œuvres de notre enfance et piquer une tête dans la mer à la rencontre de la petite sirène et de bien commencer cette émission avec une petite réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Tous sur le banc! Abandonnez le navire! Le 24 mai 2023, les fans de Disney, s'il en reste, vont pouvoir découvrir sur grand écran le remake en prise de vue réelle du film d'animation La Petite Sirène, classique instantané sorti en 1989 et inspiré du conte du même nom de Hans Christian Andersen, publié en 1836, que personne n'a lu, à part évidemment pour critiquer le casting de ce nouveau film. Ce nouveau film, justement, réalisé par Rob Marshall, qui avait déjà pris le large pour Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, met en scène Ali Bailey dans le rôle d'Ariel, la petite sirène qui rêve de vivre sur la terre ferme et qui tombe amoureuse du prince Eric, cette fois interprété par Jonah Hauer-King, qu'on était nombreux à avoir découvert par la série World on Fire. On retrouve également au casting Melissa McCarthy dans le rôle de la sorcière Ursula et Javier Bardem, pourquoi pas, dans le rôle du roi Triton, David Diggs dans celui du crabe Sébastien ou encore Jacob Tremblay dans celui de Polochon. Comme vous avez pu l'entendre dans la bande-annonce juste avant que je la coupe évidemment, le film reprendra de nombreuses chansons classiques de l'œuvre de 1989, mais aussi on commence à en avoir l'habitude dans les live-action, les remakes live-action de chez Disney, tout un tas de nouvelles chansons qu'on n'a pas vraiment hâte de découvrir, mais puisqu'elles seront là, on aurait tort de s'en priver. Et si on parle de La Petite Sirène cette semaine, c'est précisément parce qu'une nouvelle vague de polémique a déferlé à la suite de la diffusion de cette bande-annonce lors des Oscars, exactement, pour le problème que vous imaginez et qui saute aux yeux à la vision de cette première vraie bande-annonce, c'est absolument dégueulasse. J+5 mois même après la sortie d'Avatar 2, La Voix de l'eau, cette bande-annonce de La Petite Sirène nous offre un rendu spectaculairement raté de l'environnement aquatique d'Ariel, que ce soit les mouvements de l'eau, l'incrustation tellement moche qu'on percevrait encore presque le vert des bâches qui sont posées derrière les acteurs, le maquillage épouvantable d'Ursula ou encore, et là je transigerai pas, le ridicule total et incontestable du roi Triton. Je sais pas ce qui s'est passé, le film n'a l'air tout simplement pas terminé. Attendez, il faut que je vous montre ça les gens.
Donc ça, c'est le dernier poster du film qui a été présenté la semaine dernière. Mais regardez-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé? Même sur l'affiche, la tête de Triton, là, elle semble faire Triton par rapport au reste de son corps. Bref, c'est affreux. Et ce, malgré les 200 millions de dollars estimés du budget du film. Mais on n'en parlerait déjà plus si on n'observait pas des réceptions similaires sur tous les films Disney de ces dernières années, remettant régulièrement sur la table la question suivante: pourquoi tous les films Disney sont si moches? Et une fois n'est pas coutume, la raison est allée chercher du côté des conditions de travail dans l'industrie des effets visuels. Préparez-vous les gens, ça va décoiffer un petit peu. Disney, comme toutes les autres sociétés de production, engage des studios pour produire les effets visuels de ses films, évidemment. Et pour pouvoir travailler avec Disney, ces mêmes studios d'effets visuels vont sous-enchérir en permanence les uns sur les autres et proposer des offres de toujours plus inférieures à la concurrence, espérant ainsi pouvoir obtenir le fameux contrat, le fameux sésame, qui va leur permettre de travailler avec la firme de la souris. Alors, vous allez me dire, ils n'ont qu'à pas signer de contrat avec Disney. Et vous auriez peut-être raison si on était encore il y a 15 ans. Sauf que, avec la pandémie de Covid qui a entraîné une baisse de la production cinématographique et télévisuelle, avec la concentration du marché des films à gros budget, on rappelle Star Wars, Marvel, Avatar, tout ça c'est Disney, avec la tendance des sociétés de producteurs à créer leur propre studio d'effets visuels en interne et une concurrence internationale accrue qui tire les prix évidemment vers le bas, les studios d'effets visuels n'ont pas d'autre choix que de tout faire pour obtenir ce genre de contrat, à commencer par réduire leurs marges, mais aussi leurs effectifs et incidemment leur qualité. Comme je le disais, Disney embauche pour ses productions des dizaines de studios simultanés à l'international, ce qui suppose évidemment une recherche permanente d'échappatoire en matière de main-d'œuvre et d'incitation fiscale. Disney, justement, qui a été ravi d'apprendre, par exemple, que les studios britanniques d'effets visuels n'avaient pas légalement à payer les heures supplémentaires, ce qui leur a permis de proposer des tarifs imbattables pour obtenir des contrats avec Disney, justement, en basant leur modèle de production sur des longues plages de crunch intensif, délais de crunch intensif qui peuvent devenir assez spectaculaires, comme lorsque, pour la sortie d'Avengers Endgame, les équipes d'effets visuels avaient appris par voie de presse que la sortie du film avait été avancée d'1 mois, et qu'ils avaient donc 1 mois de moins pour produire des effets visuels qui étaient déjà intenables sur les dates butoirs qui leur avaient été données. Mais c'est aussi lié à la façon de travailler Disney, qui filme, et c'est évidemment le cas comme vous avez pu le voir dans cette bande-annonce de La Petite Sirène, avec très peu d'effets pratiques, de façon à ce que tout soit retouchable jusqu'à la dernière minute, voire même après, puisque de nombreux spectateurs du film Spider-Man No Way Home avaient été surpris de voir qu'entre leur première vision du film au cinéma et leur vision ultérieure de celui-ci, toujours en salle, des passages entiers du film avaient été changés, avaient été modifiés en cours. Mais c'est pas seulement ça, ce sont aussi des changements inopinés de direction, des gestions erratiques de projets qui mènent à diluer la vision, à brouiller la pipeline de direction et qui poussent parfois les studios à devoir refaire des centaines, voire des milliers d'heures de travail sur des coups de tête de la direction. Un engrenage d'autant plus verrouillé et dont il est complexe de s'en sortir que certains artistes ayant collaboré avec Disney par le passé dénoncent une mise sous pression et une exploitation constante, mais surtout, la menace diffuse et permanente de l'inscription sur une liste noire qui couperait totalement leur carrière professionnelle s'ils ne respectaient pas les délais et les budgets imposés. Bref, une industrie entière au bord du burn-out, dont certains artistes envisagent évidemment la sortie par le haut par la voie de la syndicalisation et de la protestation. On peut penser à la Visual Effects Society, qui a pour mission de promouvoir et valoriser le travail de ces artistes-là, ou encore la Visual Effects Society Labour Committee, qui cherche à soutenir les efforts de syndicalisation des créateurs d'effets visuels, et on leur souhaite au global évidemment bien du courage pour maintenir la pression et ainsi obtenir enfin la reconnaissance de toute la profession. Bref, quand vous irez voir La Petite Sirène le 24 mai prochain, à chaque apparition du dégueulasse Triton ou de la blague qu'est Sébastien le crabe, vous pourrez en parallèle vous raconter cette blague qu'on se raconte entre artistes du milieu des effets visuels. Quand quelqu'un demande à un artiste quel film l'a fait pleurer récemment, l'artiste lui répond: tu veux dire au cinéma ou au boulot? Et puisque je vous parlais de Disney, je vous propose de rester au contact de l'hydre à 18 têtes du soft power américain, parce que voilà, on s'y attendait ces dernières semaines, c'est chose faite. Marvel Studios Spoilers, l'un des plus grands subreddits dédiés au Marvel Cinematic Universe sur Reddit, a officiellement fermé au milieu d'une bataille juridique en cours entre Marvel Studios
et justement l'entreprise Reddit. Marvel Studios Spoiler, c'était ce petit coin Reddit, ce petit espace communautaire absolument incontournable pour découvrir, pour celles et ceux que ça intéressait et dont je ne fais pas du tout partie, tous les secrets du MCU et analyser le foreshadowing, tous ces petits indices des productions Marvel sur grand écran censés vous faire espérer la suite et deviner la suite. Mais en janvier 2023, il y a quelques mois, un membre du subreddit Marvel Studios Spoiler avait publié une transcription de 63 pages du film Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, qui n'était pas encore sorti à l'époque. Je sais ce que vous allez me dire, je sais ce que vous pensez. Il est difficile à croire qu'il y ait autant de pages écrites pour ce film, mais, ni une ni deux, Disney a répondu fortement en demandant le retrait de la fuite pour violation du droit d'auteur. Le fil de discussion a évidemment été rapidement supprimé, bien qu'il ait été archivé sur le côté dans un Google Doc, mais c'en était trop pour Marvel Studios qui, le 10 mars dernier, il y a quelques jours, pendant que vous regardiez le Soft Power numéro 5, partait en guerre sur le terrain légal en déposant une demande de citation à comparaître DMCA auprès du tribunal fédéral du district nord de la Californie, afin d'exiger que Reddit identifie les utilisateurs qui avaient divulgué la transcription. C'est pas tout, puisque Disney en a profité un petit peu là comme ça sur le côté pour également déposer une plainte contre Google qui hébergeait toujours le script d'Ant-Man sur son service Google Doc. Bon, pourquoi pas. Dans la guerre qu'il oppose donc à Reddit, Marvel invoque, vous l'aurez compris, le droit d'auteur pour obtenir les informations personnelles des responsables de la fuite, tandis que la plateforme communautaire Reddit, elle, affirme vouloir protéger la vie privée de ses utilisateurs et se réserve le droit de contester la requête, ce qu'on comprend évidemment bien puisque c'est la source de leur business model. L'affaire avance très lentement devant les tribunaux, mais lundi dernier, c'est l'entièreté du subreddit Marvel Studios Spoilers qui a fermé ses portes et qui est devenu privé. Le compte partagé des modérateurs du subreddit a fait un dernier post intitulé « Ceci pourrait être la fin », dans lequel les membres expliquent la raison de la fermeture et font référence évidemment à la bataille juridique entre Disney et Reddit. Cette fermeture de subreddit majeure, probablement par précaution, convient bien à la stratégie de Disney qui, depuis quelques années, il faut le reconnaître, cherche à définitivement dissuader les futurs leaks de ses projets qui pourraient nuire à son succès commercial et à sa réputation. Faut dire que la politique de Disney en ce qui concerne le spoiler est on ne peut plus stricte et opaque, que ce soit le casting, les pistes de scénarios possibles ou des photos de tournage, absolument rien ne doit sortir des campagnes promotionnelles savamment orchestrées par la société de production. Anthony Mackie, le nouveau Captain America, avait récemment parlé des efforts déployés par Marvel pour empêcher la fuite du film Captain America New World Order, dans lequel il aura le rôle-titre dans les mois à venir. Et préparez-vous, c'est assez hallucinant, il décrit la nécessité pour qu'il puisse lire le script du film, d'avoir un code d'accès à un site web qui lui donnera un emplacement pour qu'il puisse s'asseoir devant un ordinateur et enfin pouvoir lire le script du film. C'est taré. Et le but, vous l'aurez compris, on le comprend bien, c'est de maîtriser l'entièreté de la communication promotionnelle de ses propres films, elle-même structurée ces dernières années autour de ces 10 spoilers, des caméos secrets, des scènes post-génériques, des références et des auto-références, en voulez-vous, en voilà, en permanence. Toutes les campagnes des films Marvel sont construites autour de cette génération d'attente, de conversations sur les réseaux, de gestion du désir et de la frustration avant les films et après ceux-ci. Et c'est précisément pour générer cette envie que Disney demande aux acteurs, aux réalisateurs et aux journalistes de ne pas révéler les détails importants de l'intrigue avant la sortie du film, voire même après. Et c'est ainsi d'ailleurs que les frères Russo, pour ceux qui s'en souviennent, les réalisateurs d'Avengers Endgame, avaient demandé aux fans de ne pas spoiler le film Avengers Endgame avec le hashtag Don't Spoil the Endgame, inventant même une date au pif, le lundi 6 mai 2019, soit 2 semaines après la sortie du film, pour que les fans aient enfin le droit de discuter de l'œuvre comme ils le souhaitaient, les forçant au passage à aller voir le film à sa sortie, évidemment, pour éviter d'être spoilés, et ainsi participer à la grande conversation collective qui suit la sortie de tous les films Marvel, vous-même vous savez. Bon, vous le savez, à force que je vous le rabâche chaque semaine dans Soft Power, en tout cas tous les vendredis, je suis pas très emballé par la possession des œuvres de pop culture par des entreprises privées.
Et c'est un euphémisme. Mais alors, quand celle-ci souhaite également réguler notre façon de les réceptionner en imposant des ordres chronologiques ou des médiums à suivre, des agendas narratifs et en cherchant à borner la façon dont on pourrait en parler, le hashtag tout cramé prend une nouvelle saveur tout à fait particulière pour moi. Dans tous les cas, il faudra attendre quelques temps pour avoir le fin mot de l'histoire de l'affaire Marvel Studios contre Reddit, en croisant tous les doigts possibles pour que le résultat ne donne pas à Disney davantage de poids et d'influence qu'ils n'en ont déjà dans le milieu et sur le monde de la pop culture. Est-ce qu'on reste sur Disney? Allez, on reste sur Disney plus ou moins. Une news très courte, les gens, et qui a l'air un petit peu compliqué comme ça, pour parler rapidement de l'engagement du gouvernement britannique de réformer les crédits d'impôt pour le cinéma et la télévision en un système de crédit de dépenses afin de protéger le secteur créatif des conséquences d'une réforme fiscale mondiale que tout le monde sent arriver vu la crise économique dans laquelle on est entré. Alors attendez, fuyez pas, vous allez voir, c'est assez déterminant en réalité, ça nous raconte, je crois, quelque chose dans la manière dont les États se structurent autour de leur soft power. L'idée, c'est que le nouveau système des crédits dépenses pour le cinéma et la télévision au Royaume-Uni ressemble un petit peu à un crédit d'impôt, dans le sens où il s'agit d'une somme qui vient en déduction de l'impôt à payer, mais qui va être calculée directement, cette fois à partir des dépenses éligibles et non pas du bénéfice imposable. En gros, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme des remboursements. Les entreprises vont recevoir une somme qui correspond à un pourcentage fixe de leurs dépenses éligibles. Le gouvernement britannique affirme que le nouveau système sera plus simple et plus transparent que le système actuel, car il n'y aura plus besoin d'ajuster justement le bénéfice imposable des entreprises. Mais c'est surtout que ce nouveau système devrait être plus résistant aux changements fiscaux mondiaux qui pourraient remettre en cause le système actuel. Ce nouveau système, justement, qui s'appelle Audiovisual Expenditure Credit, je lis mon conducteur, prévoit une légère augmentation du taux de crédit pour le cinéma et la télévision de 34%, une plus grande augmentation pour l'animation et la télévision pour enfants de 39%. Ces changements sont censés entrer en vigueur le 1er janvier 2024, mais les productions qui auront commencé avant cette date pourront encore bénéficier du système actuel jusqu'au 31 mars 2027. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, les professionnels du secteur accueillent évidemment favorablement l'initiative qui vise à préserver l'attractivité et la compétitivité du Royaume-Uni comme lieu de production. Soit. Aussi, parce qu'il faut le savoir, et on en avait déjà un petit peu parlé dans le courant de la semaine sur les streams, le Royaume-Uni, c'est un lieu privilégié pour bon nombre de productions. Par exemple, surprise pour Disney, dont on apprend des années plus tard que Star Wars 7 The Force Awakens était en réalité le film le plus cher de l'histoire du cinéma, et de très loin, puisque ça a fuité récemment, et que le studio avait pu supporter les coûts de production immenses, précisément grâce à la fiscalité très avantageuse du Royaume-Uni pour ce type de production. Selon les statistiques officielles du British Film Institute, le Royaume-Uni, c'est pas rien, avait attiré plus de 200 films avec cette fiscalité avantageuse en 2021, parmi lesquels on retrouvait The Batman, Mission Impossible 7 qui va sortir cette année, Fantastic Beasts évidemment, mais aussi tout un tas de séries à succès comme The Crown évidemment, Sex Education ou encore Bridgerton, ce qui n'étonnera pas grand monde. Bref, cette news un petit peu courte est là pour rappeler que le Royaume-Uni investit énormément dans sa fiscalité pour le cinéma et le monde des séries télé pour des questions précisément de rayonnement culturel et de soft power, tout en continuant de mettre en avant, comme depuis des années, la qualité et la diversité de ses infrastructures et de ses lieux de tournage, le talent et l'expertise des professionnels du secteur, la proximité géographique et culturelle avec les États-Unis, et à partir de 2024, ce nouveau crédit de dépenses qui devrait donner encore plus de force à la puissance culturelle de la All Blighty. Bon, vous le savez, pas une semaine sans qu'on parle d'intelligence artificielle générative, vous savez, les chats GPT, les Bing, les Midjourney et consorts, qui consistent à générer du contenu nouveau et original à partir d'entrées existantes, comme du texte, du code, des images, des vidéos et de l'audio. Une technologie, comme je le disais la semaine dernière, qui offre de nombreuses possibilités d'application dans divers secteurs comme la banque, l'éducation, la mode, la santé, et évidemment, pour ce qui nous intéresse, de manière très impactante ces derniers mois dans le domaine de la pop culture, avec des productions de livres, de courts-métrages, d'animation ou de jeux vidéo, puisqu'on a appris, pourquoi pas, que cette semaine GPT-4, la nouvelle version de ChatGPT, avait réussi en quelques minutes à programmer un Pong tout à fait fonctionnel. Et ça, c'est évidemment que le début du début
du début. Début dont on a soulevé au fil des émissions Soft Power tout un tas de questions et de craintes éthiques importantes, notamment sur le respect du droit d'auteur, la protection de la vie privée, la diffusion de fausses informations, la manipulation de l'opinion publique et la grande question, évidemment, sur la place de l'humain dans le processus de création artistique et même dans l'art en général. Je le répète depuis des semaines, mais les questions éthiques auraient dû arriver bien en amont de l'introduction de ces IA génératives, et c'est précisément dans cette optique qu'une coalition de musiciens et d'artistes a lancé cette semaine une campagne pour que ces intelligences artificielles soient développées et utilisées de manière à soutenir la créativité humaine et pas l'inverse. La campagne s'appelle Human Artistry Campaign et elle regroupe plus de 40 organisations issues de la musique et d'autres industries qui sont et vont être fortement impactées par les intelligences artificielles génératives dans les années à venir. La coalition a présenté hier un panel au South by Southwest 2023 à Austin, dont on a déjà parlé dans Soft Power. Présentation de principes fondamentaux qu'elle propose pour englober les applications des intelligences artificielles génératives. L'idée, c'est évidemment de faire front à l'envahissement de la culture par ces IA génératives. Les principes un petit peu vagues et performatifs, il faut quand même le dire, rappellent que les œuvres créées par des humains doivent continuer à jouer un rôle essentiel, ça mange pas de pain de le rappeler, que les IA génératives doivent être cloisonnées au rôle d'outils, que l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur, et ça on en parlait il y a quelques semaines avec les affaires qui tournent, les nombreux procès qui tournent autour de Midjourney, ainsi que l'utilisation des voix et des ressemblances des professionnels du spectacle très utilisés dans la formation de ces IA génératives, doivent systématiquement nécessiter une autorisation, une licence ou autre chose, peu importe, que les gouvernements ne doivent pas créer de nouvelles exemptions aux droits d'auteur ou à d'autres droits de propriété intellectuelle qui permettraient aux développeurs des intelligences artificielles génératives d'exploiter le travail des créateurs sans permission ni rémunération, que le droit d'auteur ne doit protéger que la valeur unique de la création intellectuelle humaine, ça on en a déjà parlé, et à mon avis c'est un des débats centraux de ces prochains mois, et peut-être surtout d'ailleurs, que les intérêts des créateurs doivent être représentés dans l'élaboration des politiques publiques. Bon, tous ces mots, on est d'accord, c'est bien joli, c'est un peu tiédasse, mais on peut se demander à quoi que ça sert. Alors évidemment, vous l'aurez compris, le plus important, c'est d'abord à mettre en avant ces questions éthiques qui manquent cruellement au débat sur les IA génératives afin d'y sensibiliser le grand public et les décideurs. Et puis, on peut également espérer que ça favorise à terme un dialogue, pas à terme d'ailleurs, assez rapidement, un dialogue entre les différents acteurs concernés par cette technologie, les développeurs, les créateurs, les travailleurs culturels qui n'envisagent pas toujours le moyen terme de leur profession au contact de ces IA génératives. Et c'est par ces prises de conscience progressives qu'on a pu voir ces dernières semaines, notamment le renforcement de techniques de tatouage numérique, de watermark un petit peu plus poussées, notamment avec la technologie Glaze, qui est une sorte d'antivol contre les intelligences artificielles, qui consiste à insérer un espèce de bruit invisible sur vos œuvres de façon à pouvoir identifier l'auteur et à coincer les IA génératives dans leur processus de captation des œuvres pour se former. Mais ce type de panel, aussi tiédasse qu'il puisse être, reste à mon avis nécessaire dans un climat du tout technologique et de l'anti-éthique où de nombreuses entreprises, à commencer par les GAFAM, licencient à tour de bras des équipes, taillant, je vous le donne dans le mille, sans hésiter en premier lieu dans les travailleurs des questions éthiques. Platformer, le journal Platformer nous révélait il y a quelques semaines que malgré toutes les belles déclarations, Microsoft avait bien mis dehors son équipe clé d'éthique autour de l'intelligence artificielle, les anciens employés déclarant même au passage que de toute façon, même quand elle était là, on les écoutait pas vraiment. Bref, ces initiatives qu'on soutient ici participent, je crois, d'une prise de conscience que j'espère croissante des défis éthiques posés par l'intelligence artificielle générative. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on va tout cramer? Évidemment, non. Mais comme nous l'ont appris Goku et Keanu Reeves, toutes les forces, les gens, sont bonnes à prendre. Les gens, on va s'arracher ces derniers cheveux. Moi, j'en ai plus beaucoup, alors vous allez le faire pour moi. Juste avant de faire une pause musicale avec cette semaine, une OST incroyable, mais je vois que ça a déjà spoilé tout à l'heure dans le chat, je vous propose de découvrir un nouvel animé qui fait mal planer.
C'est désormais officiel, on est ravis. Raid Shadow Legends, le jeu de vos youtubeurs préférés, va être adapté en série animée, le temps de 10 courts-métrages à venir sur YouTube en mai. L'éditeur Pixel United et le développeur israélien Plarium ont annoncé que les épisodes de Raid, l'appel de l'arbitre, comme vous avez pu le voir, d'une durée de 5 minutes chacun, seront diffusés une fois par semaine à partir du 18 mai 2023. On vous promet déjà une animation de qualité cinématographique, ce qui veut absolument rien dire et dont on peut forcément douter vu les premières images qu'on vient de voir, et une narration qui aura pour objectif d'élever les personnages principaux de Raid Shadow Legends avec des scénarios plus profonds et immersifs. À la bonne heure. Alors, c'est le PDG de Rollman Entertainment et ancien président de Marvel Television, encore eux, Eric Rollman, qui produira la série, le PDG aussi de l'ex-Otis Jay Olavia, qui sera le showrunner, et le compositeur Jesper Kyd, qui a notamment travaillé sur des bandes originales des différents épisodes des sagas Assassin's Creed et Borderlands dans le milieu du jeu vidéo. Ça, par contre, je suis plutôt chaud, qui sera en charge de la musique originale de la série. L'objectif, avouez, vous l'aurez compris, établir Raid Shadow Legends comme une IP à part entière et persistante. Un long chemin qui reste encore à parcourir, vu la montée en calibre des adaptations de jeux vidéo ces dernières années, avec l'énorme succès de Arcane, issu du jeu League of Legends qui avait remporté un Emmy Award, mais aussi Cyberpunk Edge Runner, tiré de Cyberpunk 2077, qui avait également mis tout le monde d'accord à l'époque de sa diffusion sur Netflix. Alors, ça pourrait avoir l'air d'un super projet, en l'occurrence non, c'est plutôt laid, et j'aurais très envie de soutenir Raid l'appel de l'arbitre si il ne s'agissait pas d'une adaptation du jeu Raid Shadow Legends, un jeu mobile freemium téléchargé plus de 250 millions de fois ces dernières années, jeu malheureusement connu pour ses tactiques marketing agressives et son système économique autour du gacha, cette mécanique qui structure un jeu pour que tous les objets ou tous les personnages que vous achetiez dans le jeu avec de l'argent réel soient aléatoires. Les jeux qui ont une mécanique de gacha se retrouvent dans le collimateur de tout un tas d'organisations internationales ou de législations de différents pays ces dernières années, à juste titre, et sont souvent critiqués justement pour être une forme déguisée de jeu d'argent. Cette structure de gacha qui joue en filigrane avec la naïveté et la curiosité souvent des plus jeunes, pour leur faire dépenser de l'argent réel sans qu'ils en aient vraiment conscience ou sans qu'ils en comprennent la valeur, en se structurant autour des techniques psychologiques comme l'effet rareté, le biais de confirmation ou des coups irrécupérables. Les gachas incitent les joueurs à continuer à tirer au sort et à espérer obtenir l'objet ou le personnage qu'ils désirent, et génèrent autant de frustration et de déception chez ceux qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et qui se sentent désavantagés par rapport à d'autres joueurs qui ont plus de chance ou plus d'argent, générant en eux alors de potentielles nouvelles envies d'achat. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais en attendant, Raid Shadow Legends, eux, ça va très bien. Ils sont toujours là. Ça, malgré des critiques qui ont conduit à des régulations ou à des interdictions de gacha dans certains pays. En Belgique, par exemple, où les lootbox ont été interdites et sont interdites depuis avril 2018. Pourquoi Raid Shadow Legends est encore là ? D'abord parce que le jeu ne se vend évidemment pas comme un gacha, ça se vend comme un RPG fantastique au tour par tour avec des éléments de collection et de stratégie, en omettant au passage bien de souligner que son processus de progression force le tirage aléatoire pour obtenir des champions ou des équipements contre l'argent réel, que le jeu est nourri en permanence d'offres spéciales et de promotions qui incitent à l'achat, et que sa difficulté impose à terme de passer à la caisse. Mais moi, j'ai réussi à finir le jeu sans les mains. Ok, Barrett, mais ça change pas le fait que le jeu est structuré comme ça pour la majorité des joueurs, et précisément à destination des jeunes joueurs. Mais vous le savez autant que moi, au-delà de son aspect gacha, si Raid Shadow Legends a été aussi populaire ces dernières années, c'est bien et avant tout parce qu'il a envahi les réseaux sociaux à l'aide des influenceurs, à commencer par les influenceurs YouTube. Salut YouTube. Si Plarium a essayé au début de convaincre les gens que non, on sponsorise pas les youtubeurs, etc., un petit examen public les a rapidement poussés à rétro-pédaler, et c'est probablement, l'apprend-on, des millions de dollars qui ont été balancés dans la communication chez des youtubeurs bien trop ravis de pouvoir se financer en balançant souvent des scènes cinématiques ou des extraits trompeurs de gameplay fournis par l'éditeur. Youtubeurs qui ensuite, vous le savez, comme moi, font des pieds et des mains pour dire que non, c'est pas si terrible, et puis il faut bien vivre, et puis de toute façon, il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Ce qui est vrai, d'accord. Mais
Cette promotion énervée questionne d'autant plus quand même qu'il y a quelques semaines, on apprenait dans un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, publié en janvier 2023, que, préparez-vous, 60% des influenceurs contrôlés par la DGCCRF, je ne sais plus comment le dire, présentaient des anomalies par rapport à la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Oh bah c'est étonnant ça. 60% les gens, 60%. Bref, c'est ça Raid Shadow Legends et c'est aussi ça les courts-métrages animés Raid l'appel de l'arbitre. J'ai un petit peu hésité avant d'en parler dans cette matinale, mais ne pas en parler pour un jeu déjà vendu à plus de 250 millions d'exemplaires, c'est manquer la possibilité de contre-discours et l'occasion de rappeler que ces courts-métrages animés vont attirer des millions de spectateurs qui vont être tentés de télécharger le jeu sans en connaître les risques et les coûts cachés. Et puis, un petit peu d'éthique au passage pour les influenceurs, en parallèle, et j'insiste, d'une amélioration de leurs conditions de travail, ce serait pas mauvais à prendre. Parce que, évidemment, je temporise, quand les sponsors Raid Shadow Legends sont votre seule possibilité de vivre un petit peu de votre activité et d'échapper au salariat, le refus est toujours beaucoup plus facile à demander qu'à opérer. Les gens, il est l'heure de la pause musicale. Et on va souffler un petit peu en s'écoutant un morceau d'animé. On recharge son verre d'eau, on se reverse un café, on laisse reposer sa voix et on balance, vous connaissez mieux Twitch que moi, plein d'émojis pendant la musique. Ça fait un petit peu d'animation. Et on se retrouve juste après pour la suite des news avec les Oscars, puisqu'il faut bien en parler. On parlera aussi de jeux de société ou encore de K-pop. Allez, à tout de suite. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Vous êtes toujours sur Twitch dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture légèrement engagée en mode tout cramé cette semaine, qui a lieu tous les vendredis, je le rappelle, de 10h à midi. Je le rappelle encore une fois, vous pouvez soutenir l'émission en présentiel et venir assister à celle-ci en live tous les vendredis. Et vous pouvez la soutenir en followant la chaîne Twitch. C'est le plus important pour moi parce que ça met un petit peu de baume au cœur de ne pas faire tout ce travail pour rien, en tout cas de faire ce travail devant des gens. Et vous pouvez également soutenir l'émission sur toutes les plateformes de rediffusion et de podcast et sur YouTube également sur la chaîne Lex Tutor VOD. Si vous avez le temps, même si vous n'écoutez pas tout, n'oubliez pas les petites étoiles, les pouces bleus,
Voilà, vous savez comme moi que c'est très difficile de lutter contre les algorithmes. Et puis, pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez financer l'émission sur le Patreon. Tous les liens sont dans les descriptions YouTube, Twitch ou sur les plateformes de podcast. Même l'équivalent d'$1 par mois, c'est un soutien total infini qui me permettra potentiellement d'envisager cette émission sur le long terme et de lui greffer d'autres formats, notamment des interviews et pourquoi pas dans les années à venir, des petits documentaires au Japon. Moi, j'ai pas mal d'idées, en tout cas que j'ai très envie de faire aussi. Bref, vous avez entendu cette semaine The Genera Rock Resistance, extrait de l'hallucinante, j'ai pas d'autre mot, bande originale de Trigun Stampede, la série télévisée de 2023, basée une nouvelle fois sur le manga Trigun de Yasuhiro Naito. La folle OST de l'animé, elle est composée par Tatsuya Kato, qui a bossé sur 207 millions d'OST d'animé, mais qui est connu principalement pour son travail sur Food Wars, sur Love Live Sunshine, sur Free, en partie sur Dr. Stone aussi, sur World Ends, il me semble. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas pris une telle claque d'OST bien faite et cohérente jusqu'au bout. La bande originale de Trigun Stampede, incontournable. Et je n'ai aucune idée de si l'animé est bien ou non. Bon, les gens, il est temps de partir pour un long tunnel pop culture et cinéma, puisqu'on va parler précisément industrie cinématographique avec les Oscars 2023 qui ont eu lieu dimanche dernier au Dolby Theatre d'Hollywood. Not only is Jenny an actor, she's a certified emotional support donkey. Or at least that's what we told the airline to get her on the plane from Ireland. Oh my God, he tripped me. We're actually here to do two things. The first is to raise awareness about the vital importance of using a good moisturizer. Andy has been wearing one every day for the last 29 years. I've never used one in my life. Still stunning, basically a scrotum. You might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside. First of all, I just want to thank the Academy for not being mortally offended by the words women and talking put so close together like that. Cheers. Thank you to the Academy for recognizing the superhero that is a black woman. This is And if any of you get mad at a joke and decide you want to come up here and get jiggy with it, it's not going to be easy. D'introduction pour vous montrer que comme chaque année depuis 1929, les Oscars sont les prix les plus prestigieux, vous le savez, du cinéma américain et mondial, en ce qu'ils reflètent la puissance du soft power américain. Et qu'on aime ou qu'on déteste l'événement, les Oscars cristallisent encore aujourd'hui un moment de l'évolution du 7e art, influencent en partie le goût du public et consacrent la renommée des films et des artistes qui y sont présentés. Et cette année n'était pas la plus avare en enjeu, tant sur le plan artistique que politique. La cérémonie devait se dérouler dans un contexte de pandémie, toujours incertain, avec des mesures sanitaires strictes et une jauge limitée de spectateurs. Les organisateurs ayant dû s'adapter, en tout cas ils ont dû adapter le format et le lieu de la soirée pour respecter les consignes de sécurité. La cérémonie devait aussi faire face à la concurrence des plateformes de streaming qui ont dominé le paysage cinématographique assez clairement en 2022. Plusieurs films nommés étant d'ailleurs sortis directement sur Netflix, sur Amazon Prime Video ou sur Disney+, ce qui a suscité des critiques de la part de certains puristes François Bégodeau du cinéma. La cérémonie devait également répondre aux attentes du public et de l'industrie en matière de diversité et d'inclusion, a fortiori après les polémiques des années précédentes sur le manque de représentation des minorités et des femmes aux Oscars. Elle devait renouer aussi avec l'audience qui avait atteint un niveau historiquement bas en 2021, d'où le rappel d'ailleurs de Jimmy Kimmel que vous avez pu voir dans la vidéo, un animateur populaire et expérimenté qui avait déjà présenté les Oscars en 2017 et en 2018. Et puis, à plus faible échelle, la cérémonie des Oscars devait gérer le cas Will Smith,
qui a été banni des Oscars pour les 10 prochaines années après avoir giflé l'humoriste Chris Rock lors de la remise du prix du meilleur acteur en 2022, et qui ne pouvait donc pas remettre le prix à son successeur, ce qui crée une forme de vide protocolaire. 2. La cérémonie devait aussi gérer la polémique autour du film Navalny, le film documentaire Navalny, qui retrace le combat de l'opposant russe que vous connaissez peut-être contre le régime de Vladimir Poutine. Film accusé évidemment de propagande et de manipulation par les autorités russes qui ont menacé de sanctions les diffuseurs du film. Et enfin 3, la cérémonie devait également rendre hommage aux nombreux artistes disparus en 2022, dont Sidney Poitier, Betty White, Peter Bogdanovich ou encore Meat Loaf. Bref, une année qui avait beaucoup de choses à raconter et qui s'est déroulée dimanche dernier. Et quoi de mieux, les gens, pour aborder ces Oscars que de commencer par l'éléphant, girafe, alligator tridimensionnel au milieu du couloir avec l'Oscar cette année du meilleur film en 2023. Michelle Yeoh. Jamie Lee Curtis. Alors oui, ça fait des semaines que tout le monde était certain que l'équipe du film allait remporter l'Oscar du meilleur film, du fait de ces nombreuses récompenses au Golden Globe, au Critics' Choice Award, au Screen Actors Guild Award, et notamment du fait de son obtention, on ne le sait pas forcément, du prix du film décerné par les producteurs américains au PGA. Souvent considéré comme un indicateur assez fiable pour l'Oscar du meilleur film, puisque sur ces 32 dernières années, 22 films ont fait le doublé PGA Oscar. Mais ce n'est pas parce que c'est une faible surprise que le film en démérite pour autant, et à plus forte raison qu'il a quasiment raflé tout ce qu'il a pu. Le film de Daniel Kwan et de Daniel Scheinert a remporté 7 récompenses, un triomphe pour une comédie fantastique qui met en scène une famille d'origine chinoise confrontée à des réalités parallèles. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film, foncez, d'abord parce que c'est un vrai bon film, un vrai bon film, et ensuite parce qu'il porte en lui, et on l'avait vu cette semaine, ah non on l'a pas vu ensemble, c'est seulement moi qui l'ai vu de mon côté, dans la dernière vidéo de Bolshevik Geek sur YouTube, parce qu'il porte en lui les germes d'un renouveau de la sincérité au cinéma, qui fait du bien dans une industrie dont les figures de proue ont fait du cynisme ces dernières années le canevas narratif populaire pour pas mal d'œuvres. Alors, Everything Everywhere All at Once, c'est le deuxième long métrage des réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert, après le brillant Swiss Army Man de 2016. Et en remportant 7 Oscars, le film marque l'histoire du cinéma. Il s'agit du premier film fantastique à obtenir cette distinction depuis Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, en 2004, il y a presque 20 ans. Il s'agit aussi du deuxième film produit par le studio indépendant A24, dont on n'a définitivement pas fini d'entendre parler, puisqu'ils ont déjà gagné l'Oscar du meilleur film avec Moonlight en 2017. Mais cette succession d'Oscars, elle a aussi permis à plusieurs acteurs et actrices de recevoir leur première statuette dorée. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Michelle Yeoh est devenue la première actrice d'origine asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Ke-Huy Quan a été sacré meilleur second rôle, une première pour un acteur né au Vietnam. Et Jamie Lee Curtis a décroché l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce rôle de tante un peu excentrique, pour sa première nomination aux Oscars après plus de 40 ans de carrière. Pas vraiment son meilleur rôle, mais la vague Everything Everywhere a absolument tout pris. Et évidemment, les Daniels eux-mêmes ont reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour leur travail inventif et maîtrisé sur le film, ce qui en fait seulement le troisième duo à obtenir cette récompense après Robert Wise et Jerome Robbins pour West Side Story et Joel et Ethan Coen pour No Country for All Men. Bref, le succès d'Everything Everywhere All at Once aux Oscars témoigne, il me semble, d'une certaine vitalité, d'une certaine créativité d'un cinéma indépendant dopé au premier degré face aux blockbusters hollywoodiens et aux productions des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, dont le cynisme est devenu un moteur de création. Un succès dont on peut bien évidemment reconnaître l'opportunité dans un Hollywood très critiqué ces dernières années, je le disais, pour son manque de représentation des minorités, mais dont je crois il ne faudrait pas démériter l'œuvre des Daniels pour autant, et dont il faut au contraire se saisir, à mon avis, à mon humble avis, dont il faut saisir le message plein d'espoir envoyé à l'industrie pour ce film oscarisé qui capte l'air du temps et qui avait quand même la tête de tout, partout, tout le temps, mais pas vraiment celle d'un habituel Oscar du meilleur film.
Après avoir parlé d'Everything Everywhere All At Once, vous le savez, et on en a déjà parlé en live lundi dernier, j'accorde une place tout à fait particulière sur cette chaîne à l'animation, et ce sont d'ailleurs des bandes originales d'animés que vous entendez au fond pendant les matinales Soft Power, et il était difficile de parler des Oscars 2023 sans dire un mot sur l'attribution de l'Oscar de l'animation. On en touchait un mot il y a quelques jours. L'Oscar de l'animation, c'est un Oscar assez compliqué à accepter pour les animateurs qui voient souvent, et je crois à raison si on regarde les chiffres, une forme de ghettoisation de leur matière qui les éloigne constamment d'une nomination à l'Oscar du meilleur film, comme ça pouvait être le cas avant 2002 et la création de l'Oscar de l'animation. Alors oui, il y a eu Toy Story 3, il y a eu Là-haut qui ont été nominés à l'Oscar du meilleur film, mais c'était lié à des changements de procédure de nomination et ça a duré 2 ans, et puis après, depuis 20 ans, plus rien. On reproche souvent à cet Oscar du fait des processus de recrutement des membres de l'Académie des Oscars de privilégier fortement les productions Disney et DreamWorks, puisqu'entre 2002 et cette année, ce n'est pas moins de 17 récompenses sur 22 qui sont revenues à ces studios de production. Et les animateurs reprochent aussi régulièrement aux Oscars de faire passer leur médium pour un genre destiné aux enfants plutôt qu'un médium pour tout public potentiel et par lequel tous les genres, absolument tous les genres, sont exploitables. C'est dire si l'attente autour de l'Oscar de l'animation cette année était partagée entre déception et colère déjà préprogrammée et soupçon de curiosité du on ne sait jamais. Et cette année, le grand gagnant, c'est Pinocchio. Of what genre movies can do and the possibilities. I wanted to know, what do you think that this win will do for animated movies in the future and the possibilities that there? I think that is not a single win. We're going to have to organize ourselves as a community. We have to have dialogue with the guilds. We have to have an active dialogue with the Academy. This is an art form that has kept being kept commercially and industrially in the kids' table for so long, and it really is a mature, expressive, beautiful, complex art form. So a win helps, but it is about going forward as a community, making it strong, making it known, and say what we need, because the promise of animation. Le film en stop motion, comme je le vois dans le chat, réalisé, oui, bien par Guillermo del Toro et Mark Gustafson, qui a été produit par Netflix, qui a été très apprécié par la critique et par le public, porte une adaptation apparemment assez sombre, je ne l'ai pas vue, et plutôt audacieuse du célèbre conte de Carlo Collodi, qui se déroule dans l'Italie fasciste des années 30. On y suit notamment les aventures de la marionnette Pinocchio, qui rêve de devenir un vrai garçon, vous connaissez un petit peu, mais qui se retrouve confronté à la cruauté du monde fasciste. Pinocchio a remporté l'Oscar face à 4 autres films nommés, et il y avait du lourd. Il y avait l'excellent Alerte Rouge, il y avait Marcel le coquillage avec ses chaussures. D'accord. Et Le Monstre des mers, ou encore Le Chapeauté 2, la dernière quête, qui a fait beaucoup parler de lui récemment pour la qualité de son animation. Cet Oscar de Pinocchio est historique, encore une fois, à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est le premier film en stop motion à recevoir cette distinction depuis Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, en 2006. Ça commence à dater. C'est aussi le premier film produit par Netflix à gagner dans cette catégorie, ce qui confirme la montée en puissance du géant du streaming dans le domaine de l'animation. On en reparle juste après. Et c'est le 3e Oscar pour Guillermo del Toro, qui avait déjà remporté celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film pour La Forme de l'eau en 2018. D'ailleurs, en recevant son trophée, comme vous avez pu le voir, Guillermo del Toro a prononcé un discours assez passionné dans lequel il a défendu l'animation comme une forme d'expression artistique à part entière. Il a appelé les studios et les distributeurs à soutenir davantage les projets originaux et ambitieux dans ce domaine. Il a aussi rendu hommage aux artisans qui ont travaillé pendant des années sur Pinocchio, notamment les animateurs, les sculpteurs, les peintres et les compositeurs. Autrement dit, l'Oscar de Pinocchio, il est à mon avis important, car il reconnaît la valeur d'un film qui ose aborder des thèmes graves et complexes à travers l'animation. Il montre, encore une fois, si besoin était, que l'animation n'est pas réservée aux enfants ou aux histoires légères, quoi qu'en disent les Oscars, quoi qu'en aient dit les Oscars jusqu'à maintenant, mais qu'elle peut aussi être un moyen puissant, un autre médium pour raconter des histoires, une petite brèche ouverte dans un monde de préjugés tenaces qui, j'espère, sera traversé rapidement par d'autres films d'animation.
Troisième point, les gens, et pas des moindres, le deuxième grand gagnant de cette année, après Everything Everywhere All at Once, c'est bien Netflix. Cette année, la plateforme de streaming avait à cœur de continuer à prouver sa légitimité dans le monde du 7e art, après avoir longtemps été critiquée par une partie de l'industrie pour son modèle économique basé sur la diffusion en ligne plutôt que par la sortie en salle. La plateforme, depuis quelques années, investit massivement dans la production et l'acquisition de films de qualité, avec l'ambition de décrocher des nominations et des récompenses aux Oscars, en misant pour cette 95e édition sur des genres assez diversifiés, comme le drame historique All Quiet on the Western Front, qui a raflé 4 Oscars, meilleur film international, meilleure photographie, meilleure direction artistique, je reprends mon conducteur, et meilleure musique originale. Le film d'animation, comme on a pu le voir, Guillermo del Toro, est aussi un produit Netflix, et donc il a raflé l'Oscar du film d'animation, et le documentaire The Elephant Whisperers, qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Un résultat, il faut le dire, assez satisfaisant pour Netflix dans une période où les plateformes de streaming connaissent quelques fluctuations dans leur business model, mettant au passage une petite claque à son seul vrai concurrent de la soirée, Apple TV, qui repart seulement avec l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Netflix confirme ainsi sa place unique dans le monde de la production de films et même de cinéma, puisque c'est de ça qu'on parle, et sa capacité renouvelée pour le moment d'attirer des talents reconnus ou émergents pour continuer à produire, ça lui arrive, pas très souvent, c'est vrai, des œuvres de qualité. Et puis j'enchaîne, les Oscars 2023, c'était aussi un léger changement de forme dans la lancée de 2022. Face à la concurrence des plateformes de streaming et à la baisse des audiences, les organisateurs avaient décidé de renouveler le format et le contenu du show en misant sur plus de publicité, en insufflant plus de références encore à la pop culture, en mettant en avant plus de bandes-annonces exclusives, comme celle de l'incroyable Petite Sirène qu'on a vue au tout début de cette matinale. J'en ai encore des frissons, le Roi Triton, ok, ou encore un spectacle musical en plein milieu de Rihanna, pourquoi pas. Ces éléments qui ont permis de capter l'attention et de générer du buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a marché ? Ouais. En ce qui concerne les audiences, le nombre de téléspectateurs de la 95e cérémonie des Oscars, donc de dimanche, a atteint 18,7 millions de spectateurs, gagnant 12% par rapport à l'année dernière, ce qui est pas mal. Mais ce qui n'est pas top, les Oscars de cette année se classent quand même comme l'émission de récompense la plus regardée sur n'importe quel réseau depuis les Oscars 2020, bien devant les Grammys sur CBS et bien devant les Emmys de l'automne dernier sur NBC. Ceci étant, malgré les gains nets, il faut reconnaître aussi que la télédiffusion des Oscars reste la 3e émission la moins regardée jamais enregistrée dans l'histoire de l'événement, après les catastrophiques 10,4 millions de 2021 et les 16,6 millions de l'année dernière. On est décidément bien loin des quasi 30 millions de 2019 et les 32,9 millions de 2017. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs l'émission de se classer comme le meilleur programme de divertissement de l'année à ce jour en termes de consommation de vidéos sociales, puisque les Oscars 2023 ont généré 60,6 millions de vues sur des vidéos en tout genre. Bon, il est long ce tunnel les gens, il est très long, mais je termine et après je vous rattrape. Puisqu'il faut en parler, ces Oscars 2023, c'est aussi pêle-mêle un Oscar du meilleur scénario adapté pour Woman Talking par Sarah Polley, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Un deuxième Oscar de la meilleure création de costume pour le brillant travail de Ruth Carter sur Black Panther Wakanda Forever, qui devient ainsi la première femme noire à remporter 2 Oscars et la première créatrice à gagner pour un film original et sa suite. C'est aussi un Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser pour son rôle un peu nul, il faut le dire, dans The Whale de Darren Aronofsky, qui a fourni aux Oscars, avec la récompense en parallèle de Ke Huy Quan, une vraie histoire de comeback et de rédemption si populaire aux États-Unis. Et puis, difficile de ne pas terminer cet interminable tunnel en signalant les grands perdants de cette année. Les grands perdants de cette année, c'est le film de Martin McDonagh, The Banshee of Inisherin, qui a remporté aucun prix malgré ses 9 nominations, dont celle pourtant au meilleur film. Le film Babylone de Damien Chazelle, que dalle. Le film Elvis, que dalle. Le film Tar, que dalle malgré ces 6 nominations. Et puis peut-être surprenant, un petit peu plus surprenant encore, une seule statuette, celle des effets spéciaux pour Avatar 2, La Voix de l'eau, et une seule pour Top Gun Maverick, celle du son. Ce qui peut un peu surprendre, étant donné que pour beaucoup d'analystes du milieu du cinéma, ces 2 films avaient été responsables en grande partie, surtout Top Gun Maverick, du retour en salle des spectateurs, certains n'hésitant pas à décrire Tom Cruise comme le grand sauveur des salles de cinéma à travers le monde.
Et ça, c'est sans parler évidemment de Will Smith, hein, qui en plus d'avoir été dégagé des cérémonies des Oscars pour les 10 prochaines années, a passé la soirée à se prendre des vannes dans le pif pendant 3 heures. De là à dire qu'on s'en cogne un peu, il n'y a qu'un pas et oh Dieu, je viens de faire un marathon. Désolé. Bref, les Oscars, les gens, comme chaque année, pas mal de choses à en dire pour prendre le pouls de l'industrie cinématographique et envisager les tendances à venir. Évidemment, on est d'accord, c'est très pipeau, les polémiques continuent de graviter autour de l'événement, mais l'impact financier, l'impact artistique et l'impact culturel, eux, sont quasi intacts et la cérémonie reste l'un des événements les plus importants de l'année dans le monde du cinéma. Et cette année, une fois n'est pas coutume, tout s'est déroulé un peu comme prévu et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Les gens, je vous propose qu'on quitte le monde du cinéma pour atteindre celui des vidéos de chats qui dansent et qui tiennent des propos conservateurs, puisqu'il est temps de partir du côté de TikTok. Musique adéquate et résumé des épisodes précédents. Soutenu par 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, TikTok visionnait tranquillement ses propres vidéos hashtag on crame tout, hashtag 49.3, en sifflant des sirops à la fraise au bord de terrasses parisiennes. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que les diaboliques États-Unis avaient enjoint au début de l'année son PDG Saucizzo, comme on en a déjà parlé ici, à se présenter devant le Congrès pour dévoiler ses secrets les plus enfouis, pendant que l'administration américaine étudiait en cachette la capacité de l'application à espionner ou non les données personnelles de ses utilisateurs et à influencer l'opinion publique, l'administration américaine menaçant purement et simplement de l'interdire sur le territoire. Quelques semaines après, c'était au tour de la France, avec une commission d'enquête lancée par le sénateur, excusez-moi, je confonds tout le temps, Claude Malhuret, de s'intéresser à la question de la petite application chinoise. Rassemblant ses forces et ses meilleurs nakama avocats, TikTok entrait en lutte en espérant gagner le grand tournoi du libre marché des idées et pouvoir ainsi perdurer dans le monde entier. Mais un jour, les gens, l'Angleterre et le FBI américain se sont ajoutés aux fabuleuses aventures de la petite application de l'artisanat chinois. FBI tout d'abord, puisque les Feds et le département de la justice américain ont déclaré enquêter sur ByteDance, la société mère de TikTok, pour avoir espionné cette fois des journalistes américains qui travaillent pour des médias chinois. Selon Forbes, ByteDance aurait utilisé TikTok et d'autres applications pour surveiller la localisation des journalistes et leur envoyer des informations secrètes sur la politique étrangère américaine. C'est sûr, ça coince un petit peu. Des sources proches de l'enquête affirmant d'ailleurs que déjà plusieurs journalistes ont été interrogés par le FBI. Cette affaire pourrait fortement compromettre les chances de TikTok de rester opérationnel aux États-Unis, où l'application est toujours menacée d'interdiction par le gouvernement Biden. Surtout qu'on l'avait déjà vu ici, les élections américaines approchent à grands pas. Bien sûr, TikTok, vous le savez, a déclaré que l'application respectait les lois américaines et qu'elle coopérait avec les autorités si nécessaire, blablabla, on connaît. C'est tout. Non, de l'autre côté de la Manche, c'est au tour des Royaumes-Unis, ça c'est mon côté Brexit, du Royaume-Uni de prendre également des mesures contre TikTok en invoquant un peu mystérieusement cette fois-ci, non pas la protection des données, mais celle des enfants, en annonçant ce mois-ci qu'il allait interdire l'application sur les appareils gouvernementaux après avoir reçu un rapport accablant de l'Ofcom, le régulateur des télécommunications britanniques. D'après le rapport, TikTok expose les enfants à des contenus inappropriés, violents ou sexuels et ne respecte pas les règles de protection des données personnelles. L'Ofcom estimant que pas moins de 40% des utilisateurs britanniques de TikTok, 40% avaient moins de 13 ans, alors que l'âge minimum requis par l'application est normalement de 13 ans précisément. Une argumentation bien solide, puisqu'on le rappelle, seule l'utilisation sur les appareils gouvernementaux va être interdite. Alors, je ne sais pas tout à fait quel âge en moyenne ont les membres de l'administration au Royaume-Uni, mais moins de 13 ans, moi, ça me paraît peut-être un petit peu tôt pour gouverner le pays. En tout cas, je n'ai pas bien compris le rapport, mais admettons. En parallèle, le Royaume-Uni va d'ailleurs ouvrir un centre, a ouvert d'ailleurs, je crois, un centre de sécurité pour sensibiliser les parents et les éducateurs aux bonnes pratiques numériques. Bref, l'étau se resserre très honnêtement sur TikTok et si on s'imaginait, en tout cas moi je m'imaginais mal, je parlais pour moi, un monde sans l'application chinoise il y a quelques mois à force de scroller des extraits de live Twitch, c'est beaucoup plus envisageable maintenant, surtout que le cas TikTok n'est pas isolé. D'autres applications chinoises sont également dans le viseur des gouvernements occidentaux, comme WeChat et Huawei. Ces applications sont soupçonnées d'être utilisées par Pékin pour espionner ou influencer les utilisateurs étrangers.
L'Inde avait déjà banni TikTok et d'autres applications chinoises en 2020 et le Royaume-Uni avait lui interdit aux opérateurs télécoms d'utiliser les équipements du géant chinois Huawei pour le déploiement de la 5G. La pression monte avec la Chine, qui dénonce bien sûr ces mesures comme une ingérence dans ses affaires intérieures et une violation du droit international. Chine qui a récemment menacé à son tour de prendre des mesures de rétorsion contre les entreprises américaines présentes sur place. Bref, des tensions géopolitiques qui ne semblent pas prêtes de s'apaiser sous l'administration Biden et qui devraient même encore se renforcer à l'approche des élections américaines. TikTok va-t-elle réussir à surmonter ces épreuves? Va-t-elle trouver des alliés dans sa quête pour l'aider? Va-t-elle découvrir les secrets et les origines de ses pouvoirs? La suite dans les prochains épisodes Soft Power. Les gens, j'avais très envie d'attaquer la prochaine news en vous diffusant une petite musique de K-pop, mais là, faut pas déconner non plus, je tiens un peu à ma chaîne. Donc, vous allez faire comme si des énormes alarmes frappaient dans vos écouteurs et que des couleurs dégueulaient partout, puisque une fois n'est pas coutume, nous allons parler K-pop. Mercredi dernier, Bang Si-hyuk, le président de HYBE, le HYBE j'imagine ça se prononce, la maison de production à l'origine du super groupe BTS, a souligné dans une interview qu'il était temps pour le marché de la K-pop d'entrer en concurrence directe avec les grands acteurs du marché international et de changer aussi d'ampleur en pointant du doigt qu'aujourd'hui, plutôt, les grandes entreprises de K-pop basées à Séoul ne représentaient que moins de 2% du marché mondial, très 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 loin des mastodontes à abattre que sont Universal, Sony ou Warner. Une interview qui affiche d'autant plus un sentiment d'urgence que la croissance de la musique K-pop est en train de ralentir aux États-Unis et sur d'autres grands marchés, et que le nombre de chansons de K-pop figurant dans le classement des singles Billboard a diminué d'environ 53% l'année dernière par rapport à l'année précédente. Bon, pour celles et ceux qui écouteraient encore J'aimerais tellement de Jenali et qui seraient bloqués en 2012, la K-pop, c'est le phénomène musical qui vient de Corée du Sud et probablement l'un des exemples de soft power qui dit son nom les plus spectaculaires de ces dernières années. Est-ce que j'ai mon livre sur la K-pop? Non, sinon je vous aurais montré ça. Avec des stars comme 2NE1, Big Bang, Girl Generation et désormais BTS, Blackpink, Twice, la K-pop a séduit des millions de fans à travers le monde en seulement quelques années. Un succès construit sur des axes forts, des productions hyper qualitatives, créatives, une promotion quasi entièrement digitalisée, mobilisant, je commence à avoir du mal à parler, fortement les fan clubs, des collaborations avec des grands groupes multinationaux et des artistes étrangers, le tout englobé dans une maîtrise totale et absolue du storytelling des artistes qui permet l'exploitation des groupes sur tout un tas de médiums et l'exploitation des groupes tout court par ailleurs. La K-pop, c'est un secteur économique important pour la Corée du Sud qui génère des milliards de dollars de revenus, 5 milliards de dollars en 2021, soit environ 0,3% du PIB total du pays, ce qui est énorme, et dont le groupe BTS est d'ailleurs la majeure contribution. J'y reviendrai. Le label du BTS, HYBE Corporation, justement, qui a réalisé un chiffre de 1,3 billion de won, environ $1 milliard en 2020, d'où le fait que tout le monde a apporté beaucoup d'attention à cette interview, à l'interview de son président Bang Si-hyuk mercredi dernier pour donner le coup d'envoi de la K-pop pour les années à venir. Et là, je vous parle seulement de la Corée, puisqu'au niveau mondial, la K-pop avait une valeur d'exportation de 756 millions de dollars en 2019 en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, où elle a de larges bases de fans. Base de fans, par ailleurs, que l'industrie de la K-pop tente d'élargir toujours davantage dans un long projet d'expansion globale qui, ces dernières années et ces derniers mois et précisément ces dernières semaines, c'est la news, est fortement tournée vers les États-Unis où elle mise sur l'acquisition et la fusion d'autres entreprises. C'est le cas de HYBE, précisément, l'agence qui gère BTS, qui a racheté en mars 2021 Ithaca Holding, la société du producteur américain Scooter Braun, qui représente des artistes non moins qui sont rien de moins que Justin Bieber ou Ariana Grande. L'opération visant, vous l'aurez compris, dans le sillon de cette interview, à la fois à renforcer la présence de HYBE sur le marché américain et à créer des synergies entre les artistes des deux sociétés. En 2021, c'était la SM Entertainment, productrice de groupes majeurs comme TVXQ, Girl Generation Shiny ou encore EXO, qui a annoncé en décembre, sans
en préciser le nom, le rachat d'une société américaine pour 150 millions de dollars, je dis des bêtises je crois, 150 millions de dollars, sans en préciser le nom, tant que l'accord n'est pas finalisé. Selon le PDG Lee Soo-man, l'objectif de l'acquisition, c'est le transmédia, afin d'accélérer l'expansion globale de l'ASM Entertainment et développer ses activités dans le domaine du cinéma, du jeu vidéo ou encore du métavers, sûrement des NFT au passage, évidemment. Une direction d'ailleurs pas tout à fait surprenante, quand on connaît un petit peu le marché de la K-pop ces dernières années, qui déborde sur de nombreux médiums pour créer tout un tas de nouvelles histoires, de nouveaux narratifs et créer davantage de liens avec les fans. On peut citer, me vient à l'esprit là comment ça s'appelle, pour le groupe BTS, le Bangtan Universe, un monde parallèle où les membres du groupe vivent des aventures à travers des clips vidéo, des webtoons, des livres, des jeux vidéo et sur tout un tas d'autres supports. Et on peut citer aussi chez la ASM Entertainment aespa qui a introduit le concept de sync qui permet aux membres du groupe et à leurs avatars virtuels de communiquer et d'interagir à travers différents médias comme les réseaux sociaux ou la réalité augmentée avec leurs fans. Bref, des acquisitions américaines qui font d'autant sens que la SM Entertainment a déjà des partenariats avec des sociétés américaines comme Capital Music Group ou CAA et qui gèrent déjà des artistes comme MCT 127, Super M, aespa qui ont connu des succès importants récemment aux États-Unis. SM Entertainment, par ailleurs, la boucle est bouclée, que Hybe a essayé de racheter il y a quelques jours et qui, en essayant de prendre le contrôle et en lançant une offre publique d'achat, mais qui s'est fait damer le pion par Kakao Corp, un autre géant sud-coréen du divertissement en fatigue, qui avait acquis à la place 35% des actions. Ces acquisitions qui témoigne, comme je le disais en préambule, d'une certaine peur de perdre du terrain face à une concurrence croissante dans l'industrie musicale mondiale, dans un contexte de 2022 où le marché K-pop a nettement ralenti sa croissance. D'abord, du fait de la pandémie Covid-19, vous avez compris, qui a limité les concerts, les tournées, et etc. Mais aussi du fait des nombreux conflits internes au sein des agences de divertissement, où tous et toutes essayent de prendre une part toujours plus grosse du gâteau. Et puis, c'est surtout la question BTS qui inquiète l'entièreté du marché K-pop, du fait de l'obligation pour les membres du groupe, je le rappelle, de très loin, de plus influents de la K-pop, de faire leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Ça, c'est pour bientôt, et impossible d'y couper sous peine d'emprisonnement. Pas d'exemption pour les artistes, malgré des législations favorables qui leur ont déjà parti de partir le plus tard possible. Départ des membres de BTS qui, mécaniquement, vu le poids du sidérant du groupe sur le marché global de la K-pop, a déjà entraîné à lui seul une baisse de la demande pour l'entièreté du groupe K-pop. On parle, je vois la question dans le chat, c'est long en plus, le service militaire coréen, de mémoire, c'est au moins 1 an et demi. Et je me demande si c'est pas 3 ans, mais là, j'aurais besoin de vérificateurs, le chat va s'en charger. Bref, à un moment où aucun groupe ne paraît capable de rivaliser avec le succès phénoménal de BTS, les agences tentent de se tourner vers les acquisitions aux États-Unis pour augmenter leur exposition à l'international. Des acquisitions que nombre d'observateurs jugent trop coûteuses et trop risquées en ce qu'elles ne garantissent absolument pas une pénétration efficace du marché américain qui reste encore aujourd'hui dominé par les majors des disques et les radios. Bref, une course aux acquisitions d'autant plus complexe que la concurrence est rude. Comme par hasard, dans une interview donnée il y a quelques jours par Katsumi Koloewa pour le site Music Business Worldwide, le PDG d'Avex, la plus grosse entreprise japonaise de divertissement, souligne que pour les années à venir, l'adaptation au marché international est bien la ligne de mire aussi à suivre pour le Japon, en passant par des acquisitions et des collaborations, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'essaye de faire la Corée du Sud. Bref, le bateau K-pop devrait continuer de tanguer pour les années à venir, en espérant pour les Coréens qu'ils ne prennent pas l'eau. Et comme le dit Blackpink, hit you, what that, du. Bref, affaire à suivre. Bon allez, je termine cette vague de news par une news pas très longue justement, on va pouvoir tranquillement terminer cette émission. Quelques jours après la cérémonie des As d'Or qui avait récompensé Acropolis comme meilleur jeu de société de l'année 2023, on en avait parlé il y a 2 semaines, les jeux de société reviennent sur le devant de l'actualité, mais cette fois pour des raisons liées au dérèglement climatique.
Comment les acteurs du secteur ludique peuvent-ils réduire leur impact écologique? Ça, c'est la question à laquelle a tenté de répondre le Green Games Guide, un livre blanc publié par Ukiyo Games London et l'Alliance Playing for the Planet en partenariat avec les Nations Unies. Alors, le Green Games Guide, le GGG, c'est ça? Oui, le GGG, c'est le premier guide pratique au Royaume-Uni qui contient des conseils et des étapes pour que les entreprises de jeux vidéo et de jeux de société réduisent leurs émissions de carbone et leurs déchets dans leurs bureaux et leurs opérations. Bon, c'est pas une gageure de dire qu'avec leurs énormes boîtes de jeux, leurs dizaines de figurines en plastique, leurs cartes, leurs dés, leurs tapis de jeux et leurs manuels, les jeux de société sont une source évidente de pollution. A fortiori qu'en 2020, l'Union des éditeurs de jeux de société nous apprenait que pendant la période la plus intense du Covid, 30 millions de boîtes avaient été vendues seulement en France. Le GGG propose une méthode en 5 points pour aider les professionnels du secteur à mesurer, réduire et compenser les empreintes carbone d'ici 2030. Des points parfois un petit peu vagues, je vous laisse en juger. Définir votre périmètre et votre échéance pour réduire votre empreinte carbone. Calculer vos émissions, prendre des actions audacieuses et ambitieuses pour réduire l'empreinte. D'accord, bon, l'idée c'est avant tout d'encourager tout un secteur à réfléchir à la question écologique. Le guide s'appuie notamment sur des expériences et les bonnes pratiques de plusieurs autres éditeurs et créateurs qui se sont engagés dans une démarche environnementale depuis quelques années. Il s'appuie notamment sur certains d'entre eux qui ont déjà choisi des matériaux recyclés ou recyclables pour leurs jeux, comme le carton ou vous savez ce bois certifié FSC. C'est le cas par exemple du studio Blue Orange qui a lancé une gamme Eco Games avec des jeux comme Photosynthesis ou Planète. Ce guide s'appuie aussi sur d'autres créateurs qui ont simplement réduit le poids ou le volume des boîtes ou optimisé le nombre ou la qualité des composants pour limiter les déchets et les coûts de transport. Je crois que c'était Stone Meyer Games qui avait adopté une politique de less is more avec des jeux comme Wingspan ou Tapestry. Et le guide s'appuie aussi sur les créateurs qui ont favorisé les circuits courts ou locaux pour la production et la distribution, ou encore ceux qui ont cherché à sensibiliser les joueurs aux problématiques écologiques à travers leurs thématiques et les mécaniques de jeu. C'est le cas notamment du studio BioViva qui produit ses jeux en France avec des matériaux écologiques et qui propose des jeux éducatifs sur la nature comme écosystème ou défi nature. Alors, évidemment, le guide n'est pas complètement dupe et il reconnaît que la fabrication des jeux de société, ça implique de toute façon un certain impact écologique lié notamment à l'utilisation de plastique, d'énergie, de produits chimiques. Et il passe beaucoup trop de temps, à mon sens, à pousser les joueurs, à insister pour que les joueurs adoptent une consommation plus raisonnée, achètent moins, mais mieux. Bref, à privilégier des jeux durables et éthiques, à éviter des produits jetables. Enfin, vous connaissez un petit peu le discours, à partager le plus possible des jeux avec votre entourage, avec vos amis. Bref, des actions en réalité, on est d'accord, absolument nécessaires, mais qui font un petit peu quand même écran de fumée aux problèmes structuraux qui produisent au fond ces problématiques écologiques. A fortiori que le guide propose en alternative aux jeux de société classiques de jouer à des jeux numériques. Ah bon? Ou aux joueurs de créer carrément leur prototype de jeu avec du matériel récupéré. Bon. Bref, on retrouve l'habituel problème de ces livres blancs qui veulent travailler les questions éthiques mais veulent pas trop déborder sur le terrain politique sur lequel pourtant il faudrait agir. Mais le GGG a au moins le mérite d'ajouter à l'imaginaire commun les jeux de société dans l'équation écologique et d'envisager des alternatives non pas comme un abandon du médium mais comme une nécessaire adaptation aux années à venir, même s'il faut à mon sens temporiser quand même et savoir raison garder, puisque selon l'Union des éditeurs de jeux de société, la fabrication d'une seule console de jeux vidéo équivaudrait à celle de 22 jeux de société au format classique. Il y a aussi des questions de priorité. Voilà pour les news de cette semaine, les gens. J'aurais pu aussi vous parler de la syndicalisation et de la syndication des employés de Bandcamp. J'aurais pu vous parler de la fin de la série Last of Us sur HBO qui devrait participer à changer la perception des adaptations de jeux vidéo sur grand et petit écran. Pas forcément de la meilleure des façons, on en reparlera peut-être un de ces quatre. On aurait pu parler de l'annonce du prochain film Superman Legacy, ça on savait déjà, mais surtout de son réalisateur puisque c'est James Gunn qui sera derrière la caméra, ça on savait pas. J'aurais pu vous parler
Et je vous en parle, de la sortie de Berserker, le comics de Keanu Reeves, Sir Keanu Reeves qui met en scène Keanu Reeves lui-même, oui, Keanu, en France, enfin chez Delcourt, enfin en France, comics qui sera d'ailleurs bientôt adapté sur Netflix, on en reparlera peut-être à ce moment-là, où j'aurais pu simplement faire une aparté pour vous dire de vous mobiliser maintenant plus que jamais contre la réforme des retraites. Ah ben je viens de le faire. Mais l'émission est déjà assez longue comme ça, et je vous propose du coup de passer directement, sans transition aucune, aux recommandations de la semaine. Une fois vu, on ne peut dévoir, comme on dit. D'où l'idée centrale qui me paraît très forte dans cette histoire de méta moderne. L'oscillation. Play the long face, Tiger. Pas une alternance entre sincérité et ironie, mais une oscillation constante, au sens presque, désolé, quantique. Quelque chose qui est à la fois sincère et ironique. Vous avez compris, moi, il me semblait un petit peu impossible de ne pas commencer cette semaine par une chaîne qui a déjà, certes, plus de 100 000 abonnés, mais que vous connaissez évidemment si vous passez régulièrement sur cette chaîne, puisqu'il s'agit de la vidéo Le secret de Everything Everywhere All at Once de la chaîne Bolchegeek, dont les vidéos emploient souvent une lecture matérialiste pour décrypter les enjeux économiques et idéologiques de la pop culture. Et cette nouvelle vidéo est pour moi simplement une de leurs meilleures créations depuis le début de la chaîne. Le rythme, le propos, la réflexion et la mise en image, c'est tout ce que j'aimerais dans les années à venir. C'est tout ce que j'aimerais faire dans les années à venir, c'est tout ce que j'aimerais voir dans les années à venir. Ça revient sur l'impact présent et probablement à venir des films, du film Everything Everywhere dont on a parlé tout à l'heure. Et la conclusion est assez inspirante, et aussi inspirante que le reste de la vidéo. Mais ça, je vous laisse la découvrir. Le secret de Everything Everywhere All at Once, c'est sur la chaîne de Bolchegeek que ça se passe. De niveau d'amertume, parce que l'être humain en sort jamais vraiment grandi. L'utilisation de la violence, le recours à la violence est toujours un échec. C'est vraiment un truc très très important dans son œuvre. Et puis il y a une œuvre dont je voulais particulièrement parler. Alors on peut la trouver sur internet. Ah oui. On peut la trouver sur certains sites, parce qu'elle est difficilement trouvable. On peut la trouver en VHS, tu vois. Donc je sais pas si elle est en DVD en français. Et c'est une des premières VHS qui a été sous-titrée. C'est une série qui s'appelle The Cockpit. Oui. Tu t'en souviens, Greg ? Sumimasen Turbo, comme je le disais, c'est le rendez-vous incontournable du jeu vidéo et de la pop culture japonaise sur YouTube. L'émission est très récente, mais elle est présentée par des créateurs qui le sont déjà beaucoup moins, puisqu'on retrouve Puyo, qu'on avait déjà pu voir pendant des années sur Gamecult, et notamment dans l'excellente émission Gaijin Dash, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas, même si pour le coup, elle date déjà un petit peu, aux côtés de Kamui, passé par Player One, Console Plus, et par Greg, dont la carrière professionnelle mériterait à elle seule une émission entière de soft power, et qui s'occupe désormais de la maison d'édition Kurokawa. Le trio revient mensuellement sur l'actualité de, je le disais, la pop culture et du jeu vidéo japonais, et je précise japonais du mois passé. L'émission de ce mois-ci parlait évidemment de la disparition de Leiji Matsumoto et de tout un tas de jeux sortis récemment, du dernier volet de la franchise Yakuza, du nouveau Octopath Traveler. C'est cultivé, on prend toujours une bonne rasade d'anecdotes et de références en tout genre. C'est juste immanquable si c'est un milieu qui vous intéresse. Sumimasen Turbo, c'est sur YouTube que ça se passe. Le fait qu'on ne puisse pas avoir le choix à la fin du jeu. Oui, c'est pas la même chose. D'accord. J'évoquais pas ça, moi. Okay, mais ceci dit, elle rejoint ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, effectivement... je pense, d'ailleurs, que personne ne peut remettre en question le fait qu'on comprend tout à fait que Joël donc, retrouve la paternité, entre guillemets, et on arrive à comprendre son acte. Ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines en mettant en avant la chaîne YouTube. Cette fois-ci, j'aimerais mettre en avant la chaîne Twitch, puisqu'il y a 3 jours, la chaîne McGuffin Maker organisait une longue discussion autour de Last of Us, le jeu vidéo et la série HBO, en invitant notamment Nicolas Denéchaud, auteur du livre The Last of Us chez Sœur d'édition, que vous venez d'entendre, qui avait malheureusement, lui, pas invité son micro de gauche, visiblement, aux côtés de Vivien Lejeune, Sébastien Mirk et Romain Danois, qui a donc créé la chaîne McGuffin Maker. Ça discute évidemment de la licence du studio Naughty Dog, mais ça traite de manière assez calée de l'apport de la série au jeu, dans une discussion assez posée pour un format qui m'a assez plu. Last of Us, le jeu et la série HBO sur la chaîne McGuffin Maker à découvrir.
De statuts et de rituels qui ne manquent pas de fasciner les âmes simples. Dès qu'on lui fait l'honneur d'être recruté par une telle société secrète, après une sélection rigoureuse, le futur candidat est soumis à une cérémonie de nature à frapper son imagination, à la manière d'une épreuve initiatique. Après avoir pénétré dans un lieu inconnu, les yeux bandés, il prête un serment semblable à celui des Carbonari. Il jure de garder le secret sous peine de mort, puis on lui pique le doigt et en fait couler son sang sur une image sainte, que l'on brûle pour lui faire comprendre le sort qui lui serait réservé s'il trahissait la secte. Celle-ci Vidéo qui date d'il y a 2 semaines et que j'avais oublié de vous recommander, alors je me rattrape. Il s'agit d'une série de vidéos sur le thème de la mafia au cinéma sur la chaîne très peu connue Le Monde est à vous, qui compte un petit peu moins de 300 abonnés, présentée par Sophia et Claudia. Série de vidéos qui a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et oui, et qui retrace l'histoire du crime organisé, de sa représentation dans la culture populaire. Vu la faible exposition de la chaîne, c'est un peu un exploit que je sois tombé dessus, et c'est juste chouette en fait. Cette dernière vidéo traite de la question des mythes et des héros, décrit des grandes figures mythiques de la mafia. Ça parle de Borsellino, ça parle d'Al Capone, ça parle de Dalla Chiesa et du spectaculaire de l'organisation mafieuse. C'est juste bien en fait, et s'il y a une chaîne que vous auriez envie de soutenir cette semaine, je vous invite à laisser des commentaires et des pouces bleus pour soutenir Le Monde est à vous sur YouTube et filer un petit coup de pouce à une chaîne qui a encore très peu de vues. C'est l'extinction de voix qui me guette à l'arrivée de cette fin d'émission. C'était le 6e numéro de Soft Power. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la 7e. On ne devrait pas tarder d'ailleurs à arrêter de compter les formats. Ce sera vendredi prochain, le 24 mars de 10h à midi, heure française. Vous pouvez retrouver l'émission en format podcast un petit peu partout, ainsi que sur YouTube sur la chaîne Lex Tutor VOD. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le projet en followant la chaîne Twitch et en mettant des commentaires, des étoiles, des cloches, des pouces levés, des points fermés, tout ce que vous voulez. Ça permet à toujours plus de monde de découvrir l'émission. Et pour celles et ceux qui ont les moyens financiers, la page Patreon est là dans la description afin de me permettre de continuer à proposer des émissions chaque semaine, et ce le plus longtemps possible. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission aujourd'hui, même si vous arrivez en retard comme Moto dans le chat, c'est pas grave, il y a toujours les podcasts. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h pour le 7e numéro. Ciao.